Bien, alors je vais faire une vidéo notamment pour les élèves de STI. Pour la dernière explication de texte, c'est-à-dire la scène, le passage pardon, du chapitre 2 du livre 1 de Gil Blas de Santillane, l'histoire de Gil Blas de Santillane. Donc là, je vous renvoie au descriptif tel qu'il a été proposé. Et cette explication, je l'ai mise sur Pronote sous la forme d'une prise de notes. À la fois présentant dans un premier temps l'ensemble des éléments du chapitre complet pour résumer les éléments essentiels que vous êtes censé lire, je vous rappelle, et le chapitre 2 au moins, voir le livre 1 si vous avez choisi cette œuvre pour, enfin le Manon Lescaut pour l'entretien. Donc une première partie qui porte sur à la fois la dynamique du passage lui-même et sur un résumé de chacune des sections du chapitre, tel qu'il vous a été distribué. Puis ensuite, à partir de la page 3, l'explication de texte, que j'ai d'ailleurs indiqué 16 parce que je l'avais faite avant pour les élèves de première générale, mais c'est l'explication 18 pour les premières générales et 11 pour les premières STI. Donc dynamique du passage, puis des éléments qui permettent de construire l'explication de texte, dont certains sont d'ailleurs un tout petit peu complexes, je vais y revenir, mais néanmoins très très utiles lorsqu'on a bien compris le système, puisque tout est expliqué. On parvient à donner des éléments et en 8 minutes, franchement, en STI, ça peut donner une très bonne explication. Alors, d'abord, dans le document, vous avez un résumé du passage par section, présentant donc les éléments essentiels. Ce qu'il faut comprendre dans ce chapitre, c'est donc alors que dans le chapitre 1, la jeunesse et jusqu'à à la fin des études secondaires, on va dire, de Gil Blas était présentée de manière à mettre en situation le personnage qui va décider de faire des études et partir à Salamanque, donc en Espagne. Et sur la route de Salamanque, il arrive à Peñaflor, donc Peñaflor qui est l'endroit où se trouve l'auberge où il va s'arrêter. Et l'auberge, donc, avant d'arriver à cette auberge, c'est le passage de l'explication de texte qui se trouve là d'ailleurs, il rencontre un soldat estropié, donc blessé, qui a des blessures de guerre, et ce soldat lui impose le mot, autrement dit, lui soutire de l'argent. Donc première péripétie, évidemment, qui va à l'encontre de la façon dont Gil Blas envisageait son avenir et qui l'oblige à reprendre ses esprits et à envisager quand même un avenir un tout petit peu plus luisant et reluisant que celui que lui fait imaginer cette première péripétie. Ensuite, dans la section 2 de ce premier chapitre, de ce deuxième chapitre, plutôt ça c'était la section 2, la section 3. Dans la section 1, Gil Blas comptait ses sous et était très satisfait de lui-même. Dans la section 2, donc, il fait la rencontre inopinée de ce soldat et il y voit un mauvais augure. Dans la section 3, il fait un rapide bilan, il se remotive, puis il a pour objectif, il se promet de vendre sa mule pour gagner de l'argent puisqu'il vient d'en perdre. Mule que... en effet, il vend lorsqu'il arrive dans la section 4 à Peñaflor, il s'installe donc dans l'hôtellerie. L'hôte, en l'occurrence le monsieur qui tient l'auberge, est un grand bavard qui l'assomme de paroles et il s'informe de ce que Gil Blas a pour objectif, et notamment il lui suggère le recours à un maquignon, c'est-à-dire quelqu'un qui vend des bêtes et qui les achète pour acheter sa mule. Évidemment, qu'il présente comme honnête maquignon, mais qui est un fait voleur lui aussi. On voit ici les caractéristiques du roman picaresque, le héros avec toutes ces illusions en tête se heurte au monde réel et notamment aux arnaqueurs et aux voleurs. Dans la section 5, le maquignon donc déprécie la bête et l'emporte à un vil prix alors que Gil Blas n'a absolument pas compris qu'il vient de se faire avoir. C'est d'ailleurs là aussi l'une des caractéristiques du roman picaresque, que le lecteur est en position de supériorité par rapport au personnage, lequel se fait avoir sans s'en rendre compte et continue à être aveuglé. C'est caractéristique de ce récit, de ce roman. Enfin, il soupe à l'hôtellerie et se laisse avoir par un parasite cette fois-ci, qui profite du repas que Gil Blas a lancé et prétend donc
faire des éloges de Gil Blas, et puis finalement le parasite en question donne une leçon morale à Gil Blas en lui indiquant qu'il faut qu'il fasse attention à tous les gens qui veulent le tromper, en lui racontant une belle histoire, ce qui est assez parallèle d'ailleurs avec la fable du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine qui a été proposée à peu près une cinquantaine d'années avant l'écriture de Gil Blas de Santillane par le sage. Donc voilà les six sections telles que je les ai présentées dans le document, et elles permettent de comprendre que le chapitre, et d'ailleurs tout le roman fonctionne aussi comme ça, fonctionne à partir d'une situation dans laquelle le personnage est satisfait de lui-même et estime avoir un avenir brillant, attendant donc par la suite des événements qui vont confirmer cette satisfaction, mais en réalité, évidemment, tous les événements qu'il rencontre, ou presque, du moins un sur deux, sont de mauvais augure, sont des annonces négatives pour son avenir, et il est obligé de reprendre la méditation sur lui-même et la réflexion sur lui-même de manière à comprendre ce qu'il lui reste à faire pour que son avenir radieux soit quand même possible. Et du reste, une fois sur deux, d'autre part, l'événement est plutôt positif par la suite, donc le relançant dans des aveuglements supplémentaires. Donc voilà pour la dynamique générale de l'œuvre et du chapitre d'ailleurs en général. Bon. Maintenant, l'explication 16, donc à partir de la page 3, j'ai indiqué le découpage du passage. Donc pour ce qui est du document que j'ai laissé en cours à tous les élèves qui se présentaient comme ça, que moi j'ai annoté bien sûr, ça commence à la ligne 13, je jugeais que quelque chose l'effrayait, et ça se termine à la ligne 36, lui avait fait perdre l'usage du galop. Donc voilà pour le passage exact de l'explication. Alors ce passage se découpe, on peut le découper du moins en deux sections majeures. D'une part, les lignes 13 à 25, qui est une mise au point progressive, puisque Gil Blas a du mal à comprendre la situation qui vient à lui, autrement dit la péripétie, et il s'agit donc de cette fameuse aumône à l'escopette, donc l'escopette étant une arme, aumône inattendue et évidemment de mauvais augure. Et ensuite, la deuxième partie, des lignes 25 à 36, Gil Blas se fait tout soutirer de l'argent et fait part de sa stupeur avant de repartir. Voilà pour la dynamique, elle est très simple à comprendre. À l'intérieur du chapitre complet, donc on peut présenter l'action de cette manière-là pour l'explication de texte. C'est ce que j'ai présenté dans le document, alors que Gil Blas est plein d'espoir et plein de la confiance que lui donne son argent, l'argent qu'il a réussi à obtenir de son oncle. Il va faire une première mauvaise rencontre. C'est une péripétie décisive dans la mesure où elle donne le ton de ce qui va suivre. Voir notamment la phrase 1 qui suit notre passage, et aux lignes 36 et 37, je ne tirais pas de cette aventure un augure trop favorable pour mon voyage. Elle permet, donc cette péripétie, de comprendre que nous sommes bien dans un récit picaresque. Donc je rappelle que pour l'explication de texte, il est essentiel que vous vous appuyiez sur les éléments de contenu et sur, on va dire, une dynamique de ce contenu. Ici, on a un contre-pied du point de vue narratif par rapport à ce qui précédait, un tout petit peu comme ce qui se passait dans le poème de Sandrard de ce qu'on a fait en début d'année. Le personnage est ravi, et puis brusquement, il rencontre quelque chose qui vient mettre en doute cette satisfaction de lui-même, et il est d'abord aveuglé, puis il est obligé de se plier à l'action de l'autre, et enfin de faire un bilan de sa propre situation. Voilà pour les éléments de contenu très simples. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques principales de ce passage, l'explication, je l'ai proposée comme il m'est arrivé de le faire quelques fois, pas plusieurs fois, mais quelques fois. Je l'ai proposé non pas linéairement, ça c'est à vous de le faire, il s'agit de repartir de ces éléments contenus, vous lisez correctement les phrases et vous voyez comment vous pouvez les présenter, et ensuite à l'intérieur de ces sous-sections que vous allez faire apparaître, vous proposez des procédés principaux, les procédés saillants, ceux qui sont particulièrement importants dans la section. Alors, tout d'abord, le texte étant narratif, il s'agit d'étudier l'art du récit, c'est-à-dire la façon dont le récit est construit de manière stratégique par l'auteur pour dire quelque chose, et il s'agit de comprendre ce qu'il dit précisément, cet art du récit. Et il y a dans ce que j'ai indiqué 4 points.
Je m'arrêterai particulièrement sur le premier, mais je vais présenter d'abord les 4 points. Ils sont présentés avec un surlignage bleu dans ma prise de notes à la page 4. La tension diagnostique, donc ça c'est ce que je vais expliquer juste après. La scène narrative, ça je renvoie au cours sur les rythmes du récit, je ne le refais pas parce que pas exagéré, hein, je ne suis pas là pour refaire sans arrêt des choses que vous n'avez pas apprises. Je rappelle entre parenthèses à ceux qui ont demandé à leurs parents d'intervenir que j'ai pris des notes sur 7 explications sur 11 et que vous avez eu des polycopies pour ces 7 explications. Je trouve quand même d'ailleurs assez gonflé de votre part d'aller dire ensuite à vos parents qu'il n'y a pas d'explication de texte, tout simplement parce que vous n'avez pas pris de notes et que vous n'avez pas regardé sur Pronote, hein, dont acte. Je ferme la parenthèse. Le troisième point, c'est la narration autodiégétique, c'est-à-dire plus simplement, le narrateur est aussi personnage et il raconte à la première personne sa propre histoire. C'est pour ça qu'on parle d'autodiégétique. Hein, diégésie, c'est en histoire. Enfin, quatrième point, le point de vue réduit, hein, c'est-à-dire la focalisation. Ici, en termes d'information, nous sommes plutôt en focalisation interne, c'est-à-dire l'histoire est racontée par les yeux d'un seul personnage, et pour cause, puisqu'il est aussi narrateur. Mais ce point de vue est réduit parce que, précisément, il n'a pas accès à l'ensemble des informations, il ne comprend pas tout, il n'est pas dans la tête du soldat, et il comprend mal la situation. On est presque, de toute évidence, pas presque, mais dans la mesure où on est en focalisation interne sur Gil Blas lui-même, nous sommes forcément en focalisation externe sur le soldat et sur le reste, ce qui nous met à la même place que le personnage, et surtout, ce qui met en valeur les arnaques et le vol et l'aveuglement du personnage. On avait quelque chose d'assez proche d'ailleurs dans Manon Lescaut, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Donc, pour ce qui est de la scène narrative, je passe très rapidement. Elle est entrecoupée de pauses descriptives et explicatives. Ok, ça c'est à vous de le voir. Je l'ai d'ailleurs expliqué dans les notes que j'ai prises. Pour ce qui est du point de vue réduit, donc je viens de l'expliquer précisément, la focalisation interne pour un personnage qui a mal compris les choses nous met dans la même situation que lui et nous permet de comprendre mieux. Pour ce qui est de l'attention de diagnostic, en revanche, ça je ne l'ai jamais expliqué, donc je l'ai défini dans la prise de notes que j'ai prise, que j'ai envoyée plutôt. Pour comprendre la notion d'intrigue, c'est-à-dire comment une narration est construite et nous engage, nous lecteurs, à entrer dans cette narration et à y rester, à nous y intéresser, Raphaël Baroni, donc, qui est quelqu'un qui a étudié la narration, propose 2 éléments. Il parle de tension narrative, et cette tension narrative, il la distingue en 2 points possibles. Soit tension pronostique, soit tension diagnostique. En l'occurrence, là, nous sommes plutôt en tension diagnostique, même si les deux, évidemment, peuvent être associés. La tension pronostique consiste à partir d'une situation parfaitement compréhensible qui va déclencher chez le lecteur un scénario. Le scénario social qui est habituel dans ce type de cas que nous reconnaissons. Par exemple, nous voyons dans un film un homme qui marche dans la rue et juste après, un autre plan fait par celui qui a fait le film se focalise sur une peau de banane. Un homme qui marche, une peau de banane, on voit tout de suite ce qui risque de se passer, pas forcément ce qui va se passer exactement, mais enfin tout état de cause, c'est ce qui risque de se passer. Ça, c'est l'attention pronostique. Elle est très fréquente au cinéma, comme ailleurs, comme en littérature. On nous donne une indication très très précise de la situation au départ, et nous reconnaissons ce qui risque de se passer. Ensuite, il peut y avoir surprise, cette tension peut être déjouée, mais en tout état de cause, c'est ce qui va se passer. La tension diagnostique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous avons une situation qui est incomplètement transcrite et comprise par le personnage ou par le lecteur, et ça peut être aussi par le personnage qui raconte l'histoire, bien sûr, et par le narrateur, donc. Et cette tension diagnostique part d'un diagnostic incomplet, précisément, c'est pour ça qu'on l'appelle la tension diagnostique. Le diagnostic sur la situation est incomplet. L'exemple que je donne aux élèves et qui me paraît très clair, ce sont les films d'horreur qui commencent par un personnage qui court dans la nuit ou dans un tunnel, qui se retourne systématiquement, donc on a bien compris qu'il était suivi par quelqu'un, sinon il ne courrait pas comme ça, enfin on imagine en tout cas. Et cette tension de diagnostic est liée au fait que nous ne savons pas ce qui se passe. Et nous avons le désir de rester dans la fiction et de la poursuivre, parce que précisément nous avons besoin de créer un diagnostic complet de cette situation. Donc voilà, tension pronostic, tension diagnostic, nous avons les 2 éléments, et ici, très clairement, nous avons une double tension. Dans la première section, celle qui est juste avant notre explication de texte, on avait une tension pronostique.
Un jeune homme va à l'université, il a de l'argent sur lui, il a sa mule, il est satisfait de lui, visiblement, il se fait des projets, c'est d'ailleurs c'est exactement ce qu'il fait, hein, il fait des projets pour l'avenir, et ces projets relèvent d'un scénario social qui est parfaitement reconnaissable du jeune homme qui va dans une université au XVIIIe siècle. Simplement, très rapidement, il rencontre une péripétie, et là, cette péripétie va introduire de la tension diagnostique parce que, d'abord, parce que Gil Blas ne s'y attendait pas de fait, sinon ça ne serait pas une péripétie, et puis deuxièmement, parce que cette situation est incomplètement lisible par lui. C'est ce qu'on va voir très rapidement, parce que les éléments qui sont donnés sont des éléments très souvent indéfinis. La description du personnage qu'il rencontre, le soldat estropié, se fait progressivement par un cumul d'éléments lesquels sont très incertains au départ et on n'a pas d'image globale immédiatement. On n'a pas la première indication qui aurait été un soldat blessé me tenait en joue et m'imposait de lui donner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Donc on est en tension diagnostique. Et c'est très important parce que précisément c'est le signe de l'aveuglement du personnage. Donc les 4 éléments que j'ai présentés ici, et donc vous avez les détails dans la prise de notes que je vous ai donnée, permettent de comprendre que certes on se connaît bien soi-même, hein, pour la narration autodiégétique, mais il faut se garder de traduire l'équation bonne disposition plus argent, bonne disposition c'est-à-dire les qualités intellectuelles du personnage, ses qualités en général d'ailleurs, du personnage, plus de l'argent en poche signifie obligatoirement un futur radieux. Ça, c'est l'équation du personnage dans la première section. Mais très rapidement, la narration et l'auteur donc vont se charger de lui montrer, et surtout dans le roman picaresque, que cette équation n'est pas une évidence du tout. Donc ça c'est un élément particulièrement important dont on peut tirer des informations à partir de la lecture de la première section dans la prise de notes. Hein. Pour ce qui est des indéfinis dont je parlais tout à l'heure, je jugeais que quelque chose l'effrayait. Il s'agit en l'occurrence que c'est sa mule qui est effrayée d'abord, qui voit les choses, et puis lui qui, s'apercevant que sa mule est inquiète, fait l'opération intellectuelle qui consiste à penser que quelque chose l'effraie. Et donc il observe, à partir du moment où que Samuel lui a alerté, ce que ce pouvait être, relative indéfinie, hein, ce que, avec le sujet du verbe pouvoir qui suppose ici une incertitude, qui est aussi lui-même un indéfini, l'action de regarder déclenche la précision, la description de ce qui est aperçu. Donc j'ai aperçu sur la terre un chapeau renversé sur lequel il y avait un rosaire à gros grains et en même temps j'ai entendu une voix lamentable. Là on remarque qu'il y a 3 choses qui sont observées et 3 choses qui sont présentées par des articles indéfinis, donc les déterminants indéfinis ici qui supposent quelque chose qui est très nouveau et qui n'était pas du tout attendu. À la différence de quand on est sur un chemin, l'arbre que je vis, là en l'occurrence on dit l'arbre et pas un arbre parce que c'est sur un chemin on a l'habitude de voir des arbres par exemple. Hein. Donc ici, la multiplication des indéfinis fait qu'on est dans une situation plutôt de tension diagnostique qui va déclencher une obligation de comprendre la situation. Et donc, j'entendis une voix, avec ici une référence par métonymie, puisque la voix, plutôt par synecdoque, la voix fait partie du personnage en question, mais ça n'est qu'elle qui l'entend d'abord, il ne voit pas encore celui qui est concerné. Une voix lamentable qui prononça ces paroles, Seigneur, ayez pitié de grâce d'un pauvre soldat estropié. Estropié, en l'occurrence, c'est le personnage lui-même qui fait cette description de lui, un pauvre soldat estropié. Et jusque-là, jusqu'à la phrase suivante, jetez s'il vous plaît quelques pièces d'argent dans ce chapeau, vous en serez récompensé dans l'autre monde. Nous avons une situation qui est reconnue cette fois-ci, qui est la situation de l'aumône. Hein, beaucoup de pauvres sur les routes, et dans les rues d'ailleurs, encore au XVIIIe siècle et plus tard, et le lecteur a l'impression, tout comme le personnage, qu'il s'agit d'une situation d'aumône. Sauf que très rapidement, cette tension pronostique va être déjouée, parce que on s'aperçoit qu'en effet, la tension diagnostique perdure, le personnage a mal compris ce qui se présente, et c'est la section suivante qui se charge d'indiquer, parce qu'il y a une arme qui est tendue vers lui, donc une menace, qu'il est l'objet d'une menace, donc une fausse aumône, hein, qui était une possibilité dans le scénario indiqué. J'avais indiqué que tout à l'heure que dans la tension pronostique, la tension pronostique pouvait être déjouée et donner lieu donc à une autre chose. Et en l'occurrence ici, elle est déjouée parce qu'en réalité, cette tension pronostique était fausse. Donc je vis au pied d'un buisson, à 20 ou 30 pas de moi, une espèce de soldat.
On voit ici que la description qui était faite par le personnage lui-même est un tout petit peu différente que de celle qui observe, de Gil Blas qui observe, qui, sur 2 bâtons croisés, appuyait le bout d'une escopette qui me parut plus longue qu'une pique et avec laquelle il me couchait en joue. Ici, une phrase caractéristique de la description avec des relatifs qui permettent de préciser les indications soit spatiales, soit de fonction des objets qui sont présentés. Et le personnage, cette fois-ci, réagit à la situation qu'il vient de comprendre, hein, à cette vue qui me fit trembler pour le bien de l'Église, je m'arrêtai court. Donc, ce qui est important ici, c'est la tension diagnostique à l'entrée de l'œuvre, laquelle s'associe à une tension de pronostic qui est déjouée, et laquelle, d'autre part, cette tension pronostique est liée d'une part à ce que le personnage imagine de sa propre situation dans la première section, mais cette tension va être déjouée aussi par la compétence du lecteur, parce que le lecteur de Gil Blas de Santillane en 1731 et de Le Sage connaît déjà le roman picaresque, en tout cas il est censé pouvoir le reconnaître, et dans le roman picaresque, précisément, toute l'intrigue porte sur le fait que la réalité est plus dure que les illusions que le personnage pauvre et mal disposé a de la réalité, et donc précisément il s'agit d'une leçon de vie qui lui est proposée, et donc à partir du moment où le lecteur sait que c'est un roman picaresque, il est fort probable que Gil Blas comptant son argent et étant tout à fait satisfait de lui-même, le lecteur comprenne que c'est l'inverse qui va se passer. Donc ça aussi, je vous renvoie aux notes que j'ai prises. Pour la rhétorique et l'énonciation, dans la première partie, donc j'ai indiqué les références indéfinies et la métonymie. Donc dans cette première partie, je ne reviens pas là-dessus, voire aussi la périphrase pour l'aumône, un chapeau renversé, ainsi de suite. Et puis les éléments faussement pathétiques, hein, notamment lamentables, qui, derrière le mot voix, qui entraîne une interprétation fausse de la part de Gil Blas et qui va très rapidement être reprise pour donner lieu cette fois-ci à une satire, hein, très importante dans la deuxième section, à partir de la ligne 25, à cette vue qui me fit trembler, ainsi de suite. Là, cette fois-ci, nous avons une modification de l'énonciation à partir d'un double sens qui est très important, hein, sur lequel il va falloir que vous travailliez un peu. J'ai pris des notes là encore, et de ce qu'on appelle en rhétorique une amphibologie, c'est-à-dire, c'est aussi une figure d'ailleurs syntaxique, hein, c'est lié à la syntaxe la plupart du temps, ça peut être aussi lié au sens des mots, mais à cette vue qui me fit trembler pour le bien de l'Église. D'abord, le mot bien peut désigner à la fois ce qui est bon et l'argent. Hein, donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, la phrase peut signifier 2 choses différentes. Je tremble au sujet de l'Église, puisqu'en effet, c'est une drôle d'aumône qui m'est proposée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Église ou plutôt, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui détourne l'Église pour finalement gagner de l'argent. Mais c'est aussi qui me fit trembler en vue du bien de l'Église. Cette fois-ci, je tremble parce que je dois donner de l'argent dans une situation qui va enrichir l'Église. Donc soit c'est une satire, plutôt une attaque violente contre le mercenaire et le voleur qui est en train de se présenter à lui, soit c'est une attaque, et c'est fort possible, contre l'Église. En tout cas, la phrase, elle, suppose les 2 lectures possibles, et même si vous n'avez pas tout compris de ce que je viens de dire, en tout cas, il y a bien une double lecture. J'ai donné des indications d'ailleurs très clairement dans cette prise de notes sur l'explication de texte, à la page 6, un double isotopie. D'une part, soit l'Église est préservée, défendue, et c'est le soldat qui est attaqué, soit au contraire, c'est l'Église qui est attaquée, dans un écrit satirique, et c'est caractéristique du roman picaresque. Très très fréquemment, c'est l'Église, hein, qui est l'objet de la satire du personnage et des personnages et de l'auteur. Donc, deuxièmement, dans cette deuxième section, il y a un élément important qui est ce que j'ai appelé l'isotopie de la monstration, ou le champ lexical de la monstration, autrement dit du fait de montrer quelque chose, de faire apparaître quelque chose, et une monstration qui peut être trompeuse. Donc là, je vous renvoie à la prise de notes. Enfin, un dernier élément, je crois que c'est le dernier, il me semble, pour la rhétorique, à la ligne 30, aux lignes 30 à 36, il fut satisfait de ma générosité et me donna autant de bénédictions que je donnais de coups de pied dans les flancs de ma mule. On a ici une antithèse par le biais d'un système comparatif, ça je l'aborderai dans la syntaxe. Bénédiction, coup de pied dans les flancs, on voit bien ici qu'on a 2 termes qui s'opposent par leur connotation.
et qui construisent donc une antithèse, qui est caractéristique là aussi de la lecture polémique du récit picaresque. Donc j'ai fait quelques éléments supplémentaires par rapport à l'art du récit dans cette remarque. Enfin, concernant la syntaxe, là il y a quand même un certain nombre de subordonnées, donc j'ai fait une prise de notes relativement longue mais complète concernant tous les faits de syntaxe qui apparaissent dans ce texte, notamment les relatives indéfinies, mais aussi il y en a deux cas, me semble-t-il. Il y a d'abord deux complétives. Je jugeais que quelque chose l'effrayait, et un équivalent infinitif d'une complétive pour montrer aux soldats, pardon, avec cette fois-ci une complétive derrière l'infinitif, pour montrer aux soldats que j'en usais noblement. Donc là, un certain nombre d'éléments qui vous donnent des indications sur ma prise de notes, là encore. Des relatives adjectivales simples ou complexes, ou avec une préposition, donc, et composée, donc, avec laquelle, ainsi de suite. Un chapeau renversé sur lequel il y avait un rosaire à gros grains. Ce sont des relatives adjectivales mais composées, puisque on n'a pas un pronom relatif simple. Et enfin, les relatives indéfinies, qui sont particulièrement importantes, sur lesquelles j'ai fait quelques remarques. Enfin, des relatives sans antécédents, donc qui ne sont pas présentées. Les subordonnées participiales ne sont pas présentées non plus. J'ai fait quelques remarques sur les deux participes présents, ligne 27 et ligne 33, m'approchant ainsi de suite et trompant mon impatience, qui ne sont pas des subordonnées. Enfin, les subordonnées circonstancielles, une hypothétique à la ligne 18, une comparative à la ligne 24, et à la ligne 31, deux comparatifs. Donc dans ce texte, un comparatif d'égalité pour la seconde, comparatif de supériorité pour la première. Enfin, j'ai fait quelques remarques sur la négation, qui est particulièrement importante à partir de la ligne 32. Donc là, je vous renvoie à ma prise de notes. Ça donne des indications très très importantes pour l'explication de texte. Je vous rappelle que vous gagnez beaucoup de points si vous faites des remarques et que vous arrivez sur la syntaxe et que vous arrivez à la commenter dans le cadre d'explication de texte, et surtout de leur faire dire quelque chose sur le style et sur l'intention de l'auteur. Enfin, j'ai fait des remarques sur les registres, le registre burlesque notamment, qui est particulièrement important pour le satirique et le polémique, ça j'en ai parlé, enfin c'est surtout le satirique en l'occurrence, mais je parle du burlesque parce que c'est celui qui permet de rapprocher le comique et le satirique. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé plus particulièrement celui-là. Voilà, 14 pages de notes, c'est relativement bien écrit, je crois que vous allez réussir à lire sans aucun problème. J'ai essayé d'être très précis dans mes explications, et j'espère que ça vous conviendra. Voilà, une demi-heure d'oral, c'est parfait, je ne peux pas faire plus, et je ne ferai pas plus, ça c'est clair, et déjà vous avez quand même suffisamment d'éléments au fil de l'année. Il fallait être plus attentif, pour ceux qui demandent encore des choses à 15 jours du bac. Vous ferez votre propre examen de conscience pour savoir si vous avez été actif ou non en cours, et si vous faites partie de ceux à qui j'ai dit qu'ils ne prenaient pas de notes pendant qu'on était en cours. Donc voilà, si vous n'avez pas le niveau, pas la peine de rester en première. Merci beaucoup pour votre attention et bonne réussite pour tous les autres.